Merci pour cette nouvelle invitation, puisque je crois que c'est la deuxième fois que je viens à cette réunion. Alors en fait, meilleur ami ou meilleur ennemi? Je pense que c'est plutôt meilleur ennemi, vous en avez déjà une petite idée. Et en tout cas, en rhumatologie, certains d'entre vous ont déjà fait le mauvais choix, peut-être pas, d'autres déjà le bon choix. En fait, comme vous l'a dit Lisiane, il y a deux sens à la réflexion entre alimentation et maladie. Est-ce qu'une erreur nutritionnelle peut déclencher une maladie? Et on va voir que c'est oui, avec une maladie qu'on appelle la goutte. Et puis à l'inverse, est-ce qu'une maladie inflammatoire peut être améliorée par une modification de l'alimentation? Et on ne parle pas de régime, on parle de modification de l'alimentation. Et là, on verra ce que l'on peut apporter pour la polyarthrite rhumatoïde. Alors une première maladie qui est une maladie inflammatoire, qui se répète dans le temps, qu'on appelle la goutte. Je ne sais pas si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont cette maladie. C'est une maladie qui touche surtout l'homme. Donc ça peut décevoir certaines. Et ce que l'on sait, c'est que cette maladie, elle est liée à un excès d'acide urique. Cet excès d'acide urique va s'accompagner dans le temps, chez 10% des malades, de la formation de microcristaux. L'acide urique, normalement, est soluble. C'est un produit normal de dégradation des aliments et puis de nos cellules. Et dans certains cas, lorsque ça dépasse une certaine concentration dans le sang, ça va cristalliser. Et ces cristaux vont se former dans les articulations, à la surface du cartilage ou autour des articulations. Et ça donne des crises inflammatoires récidivantes. Donc on peut apparenter la goutte à une maladie inflammatoire chronique. Il y a un chiffre important qui est 60. En dessous de 60 mg, l'acide urique est soluble. Au-dessus, elle peut cristalliser. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez ces cristaux qui vont se former, qui vont donner des crises inflammatoires aiguës. Typiquement, c'est à la base du gros orteil, c'est la fameuse crise de goutte. Ces cristaux sont présents à la surface du cartilage. Ces accès aigus vont pouvoir se répéter et, au pire, donner ces agglomérats de cristaux qui vont donner ce qu'on appelle des tophus. Alors voilà cette inflammation. Cette inflammation, elle est très particulière. Elle va débuter très brutalement et s'arrêter toute seule. Débuter très brutalement et s'arrêter toute seule. Et on va voir que ces crises inflammatoires et la maladie elle-même, l'excès d'acide urique, c'est modulé par l'alimentation. Alors comment se passent ces crises de goutte? Elles sont très particulières. Chez l'homme, elles ont été très bien décrites au XIXe siècle, avec des repas riches en graisse, par exemple le soir. Et dans la nuit, craque très brutalement une crise de goutte au gros orteil. Et c'est souvent une crise de fin de nuit. Donc les chercheurs se sont dit, est-ce que l'alimentation peut modifier? Alors ils ont pris des souris, on est toujours dans la translation homme-souris, souris-homme. On a donné de l'alcool aux souris en disant peut-être que certaines boissons peuvent déclencher une crise de goutte. Alors on a donc un peu saoulé les souris. En fait non, on a injecté de l'alcool dans l'articulation, on a injecté des cristaux et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de crise de goutte. Bon, alors on est allé chercher des lipides. Alors c'est pas du fromage, mais c'est juste pour le fun. On a injecté certaines formes de lipides dans l'articulation, puis les cristaux, et là, il y a une crise de goutte. Donc il y a vraiment une relation entre charge lipidique et inflammation. Et qu'est-ce que l'on sait? Les patients nous le disent. Quand je mange trop, le soir, je vais faire une crise de goutte. D'autres vont dire, certaines boissons vont déclencher la crise de goutte. Et dans la littérature, même dans Balzac, dans Zola, dans les grands auteurs français, on voit décrit des crises de goutte. On voit des crises de goutte avec, bien sûr, la caricature, c'est-à-dire un homme bon vivant, ayant de l'argent, pouvant s'acheter des plats riches, des boissons, et qui a la goutte. C'est vrai et c'est faux. C'était vrai, et c'est vrai qu'en période de guerre, lorsqu'on mange moins, parce qu'il y a moins à consommer, la goutte disparaît. Et puis en même temps, maintenant, on voit des populations qui n'ont jamais eu la goutte, par exemple en Asie, en Chine, au Vietnam, des personnes qui avaient une alimentation extrêmement modeste en protéines animales, dont a déjà parlé Lisiane, qui maintenant ont la malchance d'avoir le régime Europe de l'Ouest ou Amérique, c'est-à-dire les McDonald's et les sodas, ils vont développer la goutte. Mais ils ne seront pas gros. Ce seront des personnes asiatiques très minces, mais qui mangent mal et qui vont développer la goutte. Et donc, pour un malade donné, on s'est rendu compte aussi que certaines boissons pouvaient déclencher des crises de goutte. Certains vous diront c'est le Porto, d'autres le champagne,
d'autres le vin blanc. Donc vous voyez, là, c'est un élément qui, pour une personne donnée, va déclencher la crise. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille le généraliser. Et à l'inverse, boire de l'eau, ça protège. Pas de chance, hein. Bon, en tout cas. Alors maintenant, on va faire une analogie entre les fameux cristaux dont je vous ai parlé, les voilà, un cristal, une pièce de Lego. Je pense que tout le monde dans la salle a joué avec des Lego. Lisiane, vous avez joué avec des Lego? Je le savais. Ces cristaux vont pouvoir s'agglomérer et former des tophus, des pierres. Et lorsque ces pierres se désagrègent, ça donne des crises de gouttes. Donc le but des traitements va être de déstocker. Il va falloir se débarrasser des cristaux. Et dès que quand il n'y en a plus, on ne fait plus de crise de gouttes, on a, entre guillemets, guéri de la maladie. Alors, en fait, quand on regarde l'évolution de l'homme, puisque c'est l'homme surtout qui est touché par la goutte, enfin c'est la femme aussi, eh bien, on a 2 années fatales pour nous. 1898, le Coca-Cola, très riche en fructose. Et le fructose, donc c'est un sucre, qui se transforme immédiatement en acide urique. Donc je dis à mes patients, si vous buvez du coca, c'est comme si vous buviez de l'acide urique. Et puis la deuxième date, c'est 1948, c'est McDonald's, avec un machin particulier qu'on appelle le hamburger McDonald's. C'est pas pareil que le hamburger fait maison. Vous êtes d'accord, Lisiane? Donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme facteur favorisant et l'excès d'acide urique et la goutte? Eh bien, on a trouvé des aliments riches en purine, qui sont un produit de dégradation, enfin c'est un constituant normal des cellules, mais qui va se dégrader en acide urique. La viande, les fruits de mer et les poissons. A l'inverse, vous voyez qu'il y a des aliments qui n'ont pas d'effet, comme les végétaux riches en purine, par exemple le quinoa, ou bien les produits laitiers entiers. Mais à l'inverse, on s'est rendu compte que les produits laitiers allégés, pauvres en graisse, étaient associés à un moindre risque de goutte. Et on a des collègues néo-zélandais qui se sont amusés à prendre des volontaires sains, Lisiane ou moi par exemple, de leur donner du lait de soja, du lait entier, du lait écrémé, et de regarder comment l'acide urique variait, et notamment si on pouvait se débarrasser dans les urines de l'acide urique. Eh bien, on a prouvé donc chez l'homme qu'un apport de laitage allégé permettait de se débarrasser de l'acide urique. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une relation entre la maladie qui est parfaitement connue chez l'homme, c'est une des rares maladies où on connaît la cause, l'excès d'acide urique, puis les cristaux, et donc l'inflammation. Alors maintenant, en pratique, vous avez compris que ce n'est pas simplement important de traiter les crises. On peut bien sûr ne plus boire de Porto quand on sait que ça déclenche une crise. Ça, c'est facile. Le principe, c'est de se débarrasser des cristaux. Et donc, pour revenir en dessous de 60 mg par litre, qui est le seuil de dissolution. Donc on a des médicaments extrêmement puissants, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, Zyloric, allopurinol, adénurique. Et on a quand même regardé l'effet des régimes, puisqu'on a bien vu la relation alimentation, excès d'acide urique, goutte. Un régime limité en protéines et en lipides a un petit effet, mais ça ne va jamais faire baisser de plus de 10 mg par litre. Donc vous voyez, vous êtes à 90 mg d'acide urique, il faut que vous descendiez à 55, vous n'allez pas le faire. Les laitages allégés, on en a parlé, c'est un petit plus, et c'est le conseil qu'on donne aux personnes, pas de lait entier, des yaourts allégés. Et puis en fait, le véritable intérêt pour le patient, c'est ce qu'on appelle mettre le frein, l'ABS. ABS, alcool fort, whisky, vodka, cognac, ça c'est associé à l'hyperuricémie par des mécanismes un peu complexes. La bière, parce que la bière, avec ou sans alcool, donc c'est pas l'alcool, c'est la bière, est riche en purine, donc une substance qui va se transformer en acide urique. Et puis, je vous ai parlé déjà des sodas sucrés, c'est une véritable catastrophe. Donc, le pire, je dis à mes patients, si vous buvez du whisky coca, c'est horrible. Donc, par contre, le vin, on n'a pas trouvé d'association avec le vin. Donc, le deal, la négociation, t'arrêtes le whisky, tu peux boire un peu de vin. Les sodas, c'est la catastrophe. Les sodas, c'est la catastrophe parce que c'est du fructose, c'est donc de l'acide urique liquide à consommer. Et le risque survient, vous voyez, dès une consommation de 5 à 6 unités par semaine. Vous augmentez de 25% le risque de développer la goutte. Si vous en buvez une canette par jour, 45% de plus. 2 canettes par jour, et il y a beaucoup de jeunes qui boivent largement 1 litre par jour, le risque augmente. En revanche, les sodas light, mais il y a peut-être d'autres inconvénients, il n'y a pas d'excès de risque d'hyperuricémie et de goutte. Donc tout est une question d'équilibre dans la vie. Et donc, il faut mettre le frein sur l'ABS, il faut arrêter ce qui est en couleur et plutôt préférer le bleu, le blanc et le rouge. Donc vous remarquez, ça représente le drapeau français. Donc ça, c'était simple, on a une maladie,
on voit le rôle entre les gènes et l'environnement, puisqu'il y a une génétique de la goutte, et ça c'est parfaitement établi, et l'alimentation. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans la polyarthrite, et on regarde si la prise de certains aliments s'accompagne d'une aggravation des symptômes de polyarthrite. Parce que certains d'entre vous, un quart des patients atteints de polyarthrite, ont des stratégies d'évitement des aliments. Ils ne vont plus consommer, un peu comme dans les irritations, les côlons irritables, on va éviter certains aliments parce que l'on pense que ça peut déclencher une crise. Vous voyez là encore que les sodas sucrés, la viande rouge, la bière, les desserts peuvent aggraver la goutte. À l'inverse, vous voyez que les myrtilles, bon, on ne mange pas des myrtilles tous les jours, mais en tout cas, les poissons, les fraises, les épinards, ce qui est sympathique, peuvent réduire le risque de poussée. En fait, dans mon expérience, parce que souvent le patient me demande, ou la patiente me demande, est-ce qu'il y a des aliments à éviter, est-ce qu'il y a un régime? Ma réponse, elle est, avez-vous identifié quelque chose? Si oui, avez-vous fait des réintroductions? Si la réintroduction est positive, ça peut être un élément en faveur. Dans mon expérience, j'ai 2 patients. Une de mes amies qui a une polyarthrite, elle a remarqué que la charcuterie déclenchait des crises. Donc, elle l'a fait plusieurs fois, elle a fait des poussées, donc c'était très simple pour elle. Elle ne mange plus de charcuterie. Le second, c'est un patient qui avait un rhumatisme psoriasique. Et lui, quand il mangeait des fromages de type bleu, Roquefort, bleu d'Auvergne, bleu d'Écosse, vous connaissez, ça déclenchait une poussée de son rhumatisme psoriasique. Pas du psoriasisme, mais du rhumatisme psoriasique. Donc là, il y a peut-être un effet de moisissure, il y a peut-être un effet particulier, en tout cas. La réintroduction étant positive, c'est du bon sens paysan que de ne plus consommer de bleu et de passer au camembert. Quand on regarde après en termes expérimentaux, est-ce que dans les composés, les micronutriments dont a parlé Lisiane, ou même dans les macronutriments, est-ce qu'il y a certains d'entre eux qui peuvent avoir un effet sur l'inflammation? Alors il y a plein de choses. Est-ce que la vitamine D a un effet immunomodulateur? Est-ce que réduire le sel peut avoir un effet? Bon. Mais ça, in vitro, on y arrive. Chez l'animal, on y arrive. Mais chez l'homme, c'est beaucoup plus difficile. Donc ce qu'on sait, ce qui ne marche pas, pour améliorer la réponse au traitement de fond, c'est la vitamine C. Ça n'a aucun effet sur la maladie. Mais si vous n'en prenez pas, si vous avez un régime avec des carences en agrumes, par exemple, eh bien vous allez avoir le scorbut. Et il y a du scorbut dans la région parisienne. La vitamine D, il n'y a pas d'effet. Mais là encore, si on n'en prend pas, on a des carences et on a des effets indésirables. Et les probiotiques, il n'y a rien de probant en ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde. Alors ma collègue a parlé, ma jeune collègue, c'est pas le jeûne, mais là, bon, en tout cas. Le jeûne ne fait rien. Le régime méditerranéen, le régime sans gluten, il faut faire très attention à ça. Le régime élémentaire, la perte de poids, finalement, on n'a que le régime méditerranéen et la perte de poids. Et c'est important parce que, vous le savez sans doute, un surpoids ou une obésité rend moins efficace le méthotrexate. Un surpoids ou une obésité rend moins efficace les anti-TNF, les anticorps anti-TNF en particulier. Donc réduire le poids, c'est bon pour la santé et notamment l'amélioration de l'activité de la polyarthrite. Alors il y a le régime méditerranéen. Vous en avez entendu parler, c'est plus de légumes, plus de fruits, plus de laitage, donc ça sera des laitages allégés, moins de viande rouge, des certaines graines, et puis on peut boire de tout, notamment on peut boire un petit peu de vin. Alors il y a un régime pour lequel vous nous interrogez souvent, Seignalais. Alors en fait c'est simple, je vais être un peu violent, Seignalais c'est lui ou moi. Bon, je vous la fais courte, vous comprenez le principe. C'est un régime extrêmement difficile à suivre, où on va faire des cuissons avec des limitations de température ou des viandes crues, certaines céréales, certaines sont interdites, sont autorisées, le sarrasin c'est quand même pas très fréquent, le sésame on en trouve, le riz on en trouve, certaines protéines végétales, ça c'est intéressant, le quinoa. Bon. L'épreuve, alors il y a plein d'articles, Internet en est bourré, il y a une seule étude par Seignalais qui n'a jamais été publiée, 2 petites études sur 30 patients qui auraient un petit effet, mais on n'a pas de grande validation de ce régime Seignalais. Donc il y a des succès anecdotiques, mais encore une fois, un patient qui me dit quand je prends du bleu d'Écosse ou du Roquefort, je fais une crise, je l'écoute. Je lui dis voilà, c'est simple, on va pouvoir exclure cet aliment.
Mais avec le régime sénégalais, on est vraiment dans une situation où il y a une exclusion importante et nous ne sommes pas au paléolithique, avec le problème également de certaines carences. Dernier élément. En fait, l'alimentation, et notamment le grignotage, moi je suis sujet au grignotage avec le chocolat, uniquement le chocolat noir 70%, mais ça peut quand même avoir des impacts. On rentre dans une prise de poids, et notamment une obésité abdominale, qui est l'obésité de l'homme, c'est-à-dire, vous savez, la bouée. Quand elle s'accompagne, et donc c'est une graisse inflammatoire, et donc c'est une graisse inflammatoire qui est un facteur de risque parfaitement établi de diabète, de maladies cardiovasculaires. Donc c'est vrai que si on arrive à réduire son poids, à avoir une activité physique et à réduire cette graisse abdominale, j'espère que Lisiane aura une solution à m'apporter, je m'en rapproche, donc je m'angoisse, eh bien en tout cas, on est dans le mur. Donc la conclusion pour ce qui me concerne, c'est du bon sens. Et pas d'excès en trop, pas trop peu, parce que vous risquez des carences. Vous avez vu la preuve d'une association gène-environnement, donc alimentation dans la goutte, avec l'hyperuricémie, favorisée par des excès de protéines ou sucrées. Donc là, le coca, c'est mortel. Des crises de goutte déclenchées par certaines personnes dans certaines conditions, des interdits et du bon sens, l'absence de preuves dans la polyarthrite, sauf que finalement, il y a un surpoids potentiel, un syndrome métabolique, et donc un risque cardiovasculaire et également d'aggravation de la maladie. Je vous remercie.